qui ne pouvait pas être là. Donc, aujourd'hui, on va continuer de regarder un petit peu l'algèbre sous un œil numérique et on va aller un petit peu plus loin que le pivot de Gauss avec une autre méthode qui s'appelle la décomposition LU. J'ai dit un mot l'autre jour. J'ai dit que c'était possible de résoudre des systèmes avec le pivot de Gauss, mais aussi avec la décomposition LU. Donc, on va partir de ça. On va essayer de résoudre un système de type AX égale B. Alors, c'était ce qu'on a fait l'autre jour. C'est quelque chose que vous connaissez bien, parce que le pivot de Gauss, normalement, vous connaissez bien. Et on suppose ici que la matrice A est une matrice carrée, qu'elle est inversible. Donc, on se place dans des conditions agréables. On suppose que donc A et B sont connus et ce que l'on veut trouver, c'est grand X. Donc, ça nécessitera, par exemple, de trouver A-1. Mais pour résoudre le système, a priori, comme pour le cas du pivot de Gauss, on va trouver directement la solution qu'on suppose donc existante et unique de ce système. Alors, l'idée de la décomposition LU, c'est d'écrire A sous la forme d'un produit de deux matrices. Et ces deux matrices sont, elles, une matrice triangulaire inférieure. Alors, il faut penser à l'anglais, hein, L pour lower. Et puis, U, une matrice triangulaire supérieure. Donc, U comme upper. Voilà. Donc, décomposition LU, un produit de deux matrices triangulaires. Et je vais rentrer tout de suite un petit peu dans le dur, avec une proposition qui va vous paraître un petit peu difficile. On prend une matrice qui est inversible et on va rajouter une condition qui a l'air vraiment très pénible. Elle dit qu'en prenant les matrices carrées extraites composées des P première ligne et P première colonne, donc finalement vous avez votre matrice grand A, et puis vous prenez par exemple celle composée du premier de l'élément sous première ligne, première colonne. Bon, donc lui, on va supposer qu'il est inversible. Donc ça veut dire que en fait A11 est différent de 0. Et puis après, vous prenez la matrice extraite, on va l'appeler principale d'ailleurs, d'ordre 2. Donc c'est celle où vous avez les deux premières lignes et les deux premières colonnes. Donc c'est une matrice de 2. Et vous allez supposer que cette matrice, eh bien, elle aussi, elle est inversible. Alors, donc on va supposer que toutes les matrices carrées extraites sont inversibles. Bon, alors, si on a cette hypothèse, il va y avoir une infinité de manières d'écrire A égale LU. Donc, de décomposer A sous la forme d'un produit de deux matrices. Mais maintenant, et c'est ce que nous ferons de manière générale, si en plus on spécifie que tous les éléments sur la diagonale de L sont des 1. Voilà. Donc, vous avez deux matrices triangulaires, une inférieure, une supérieure, et pour celle qui est inférieure, elle, on va lui demander d'avoir sur la diagonale que des 1. Eh bien, il n'y aura qu'une seule manière de décomposer la matrice grand A. Bon, alors ça semble un petit peu délicat, parce qu'ici, c'est une preuve qu'il faudrait faire pour toute matrice, hein, donc dans R, pour les matrices de taille n réelle. Donc, ça a l'air un peu dur, mais on va commencer par un exemple. Donc, cet exemple va illustrer un petit peu le résultat auquel on est arrivé. J'ai pris une matrice quelconque, bon, je me suis débrouillé pour que les calculs ne soient pas horribles. Et je dis, cette matrice 3, 3, elle peut s'écrire comme un produit de deux matrices. La première, là, celle qui est sous mon curseur, c'est une matrice triangulaire inférieure. C'est la matrice grand L. Finalement, on lui a prescrit sur la diagonale que des 1. Et puis, en dessous, puisque c'est une inférieure, il y a donc 3, et seulement 3, inconnus.
De l'autre côté, nous avons la matrice grand U, qui est une matrice triangulaire supérieure. Donc, elle a sur sa diagonale rien de prescrit, donc a priori U1, 1, U2, 2, U2, 3, 3. Et après, elle a aussi trois autres termes ici, au-dessus de la diagonale, mais rien en dessous, donc des zéros. Ok, donc on va supposer, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, hein, on va supposer qu'on a ces deux matrices, enfin, du moins, cette matrice égale ce produit de deux autres. Alors, si on développe le produit des deux autres, c'est un produit matriciel tout simple, hein, vous voyez que, par exemple, le premier terme, hein, vous faites le produit de cette ligne par cette colonne, et donc vous tombez sur un 1, 1, 1. Ici. Et pareillement, quand vous multipliez cette première ligne par la deuxième colonne, vous tombez sur U1, 2, et après un U1, 3. Donc, en fait, sur la première ligne, vous n'avez que des choses très simples. Sur la deuxième ligne, quand vous faites le produit, vous allez avoir eh bien, L de 1 fois U1, 1, et puis après, comme après il n'y a plus que des zéros, vous avez des zéros. Et puis, pareillement, vous pouvez faire ça et vous allez rajouter, mais en tout cas, finalement, il y a un produit plus une somme et pas plus. Et sur la troisième ligne, eh bien, vous avez le même type de produit, la somme de double produit, disons, et puis même trois sommes pour terminer. Donc, c'est le seul terme, en fait, qui est avec une somme de trois termes, hein, c'est le tout dernier. Ok, donc bon, ça, c'était juste quelque chose que vous savez faire, vous pouviez faire dès l'an passé. Et finalement, puisqu'on demande à ce que la matrice du haut là, soit égale au produit de L et de U, eh bien, on va faire une équivalence entre tous ces termes. Donc, si on écrit ça, ça veut dire, bon, alors c'est assez implicite, U1, 1 forcément est égal à 1, U1, 2 à 0 et U1, 3 à 3. Donc ça, je n'ai pas fait grand-chose de difficile pour y arriver, hein, puisqu'il suffit de voir que le 1 est là et on a U1, 1 là, donc forcément, vous avez le résultat. Deuxième ligne, il y a un tout petit peu plus de calcul, mais on nous dit que L de 1 fois U1, 1 doit être égal à 2. Mais en fait, U1, 1 a été calculé au-dessus, il vaut 1. Donc en fait, ce deuxième terme ici, c'est L de 1. Bon, et donc on va avoir que L de 1 doit être égal à 2. On vient déjà de déterminer 4 termes de manière très rapide. Ensuite, on a vu que U1, 2 était égal à 0 et on veut que L de 1, U1, 2 plus U de 2 soit égal à 2. Comme la première partie, ça fait 0, vous avez U de 2 qui est égal à 2. Pareillement, ici, alors U1, 3, il va valoir 3 et donc L de 1, vous l'avez calculé, il valait 2. Donc, ça fait 6, le produit, 6 plus U de 3 égale 2. On continue comme ça, et au final, on va tomber sur 9 équations, et à chaque fois, finalement, dans ces équations, eh bien, la suivante utilisera des choses qui ont déjà été déterminées, c'est-à-dire des paramètres qu'on a déjà pu trouver de manière unique. Et ce qui fait que vous avez explicitement 9 équations. Et au départ, vous aviez combien d'équations, combien d'inconnues? Vous aviez 3 pour L et 6 pour U. Donc, vous en aviez 9. Donc, vous avez 9 équations linéaires pour 9 inconnues. Et toutes se déclinent de telle manière que vous pouvez les déterminer de manière unique. Et ainsi, vous avez pu trouver tous les termes et on pourra vérifier que de manière unique, la matrice de départ s'écrit comme le produit de cette matrice triangulaire inférieure avec que des 1 sur la diagonale et cette matrice triangulaire supérieure avec rien de spécifié. Bon. Sauf que, a priori, elle va être inversible parce que sinon le produit ne serait pas inversible et on a supposé que celle de départ était inversible. Voilà, donc voilà un exemple qui va, je l'espère, un tout petit peu expliciter la preuve générale, que je vous présente très rapidement parce que finalement, d'avoir compris ce qui s'est passé sur la matrice 3-3, ça vous donne un peu les idées. Après, il faut juste un petit peu généraliser. On va dire que vous avez A au début, grand L, grand U, et puis vous mettez les conditions sur grand L et grand U. Et puis finalement, vous allez avoir le fait que AIJ est égal à cette somme. Ça, c'est le fait que vous ayez le coefficient de A est égal au coefficient du produit de deux matrices. Comme vous savez faire de manière générique le produit de deux matrices, vous avez ça. Sauf que les matrices étant triangulaires,
eh bien, la somme va juste jusqu'au minimum plutôt que jusqu'à grand N. Bon, alors, au total, là, on n'avait rien spécifié sur elle. Hein. Vous aviez combien d'équations? Dans grand A, vous aviez, c'est une matrice NN, donc il y a N carré coefficients dans grand A. Tout à l'heure, comme on travaillait avec en dimension 3, il y en avait 9 des termes dans grand A. Donc, en gros, il y a N carré coefficients. Et combien on a d'inconnus? Dans grand L, vous avez une matrice triangulaire inférieure. Donc là, je n'ai pas mis de 1 partout sur la diagonale. Hein. Dans grand U, pareillement. Donc finalement, les deux ont le même nombre de paramètres inconnus. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver? C'est pas si difficile. En fait, c'est la somme de 1 à n. Hein, parce que vous avez, sur la première ligne, vous avez un terme, sur la deuxième, vous en avez 2, sur la troisième, vous avez 3, etc. Donc, c'est la somme des i jusqu'à n, le nombre de termes de L et de U. Or, la somme des i jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, au final, quand vous regardez le nombre de paramètres de L et de U, qui a priori peuvent être libres, hein, il n'y a pas de relation entre eux, eh bien, vous avez au total n fois n plus 1 paramètres dans les deux matrices. Donc, vous avez n carré plus n. Maintenant, si jamais vous spécifiez que sur la diagonale de L, vous n'avez que des 1, eh bien, il y a L par n paramètres, hein, tous ceux de la diagonale de L, qu'on supprime. Donc, en fait, vous n'avez plus que n carré paramètres dans L et U. Est-ce que je peux vous demander de répéter juste Oui, pourquoi on a n carré plus n? oui, bien sûr. Les matrices L et U, je les ai prises ici comme deux matrices triangulaires sans avoir la condition que sur la diagonale, il y a des 1. Donc, a priori, tous les termes sont des inconnus, tous les termes non nuls. Bon, maintenant, comptons, par exemple, pour une triangulaire inférieure, hein, L, comptons combien il y a d'inconnus dedans, combien il y a de termes non nuls dedans. Alors, si on regarde une triangulaire inférieure, il faut faire un peu usage d'abstraction. Si je regarde la première ligne, comme elle est triangulaire inférieure, il n'y a qu'un seul terme. Si je regarde la deuxième ligne, eh bien, il n'y a que deux termes non nuls, parce qu'il y a celui de la première et celui de la deuxième colonne. Et puis, pareillement, jusqu'à, la ligne K, vous avez 4 termes non nuls. Et puis, à la ligne N, vous en aurez N. Donc, au total, combien a-t-on de termes non nuls? Eh bien, on en a 1, plus 2, plus 3, plus, etc., jusqu'à N. Donc, au final, dans la matrice L, vous avez la somme des i pour i égale 1 à n, termes non nuls. Alors, somme des i, on sait faire. C'est la somme des termes d'une suite arithmétique, toute bête. Et ça vous fait n fois n plus 1 sur 2. Donc, dans L, vous avez n fois n plus 1 sur 2 termes non nuls. Et pareillement dans grand U. Donc, au final, vous avez 2 fois n fois n plus 1 sur 2 termes non nuls. Donc, ça vous fait n fois n plus 1 ou encore n carré plus n. Voilà. Donc, au total, si vous ne mettez pas de condition sur la diagonale de L, vous avez n carré plus n inconnu. Si maintenant, je remplace tous les termes de la diagonale de L par des 1, je n'ai plus que, j'enlève n inconnu, hein, parce qu'il y a n termes sur la diagonale, donc je n'ai plus que n carré inconnu. Et j'ai n carré équation. Donc voilà, ce qu'on a pu voir finalement dans la matrice 3,3, hein, on avait dit 9 équations, 9 inconnus. Et c'est de manière générale ce qui se passe quand on met des 1 sur la diagonale. Si je ne mets pas des 1, finalement, il y a une infinité de solutions. C'était le premier propos de la propriété. Ok, merci. Ensuite, il faut regarder petit à petit ce qui se passe ligne par ligne. Donc, vous regardez pour i égale 1, vous faites le produit, et puis vous voyez que on a dit qu'on fait le minimum de i et de j. Hein. A et j, c'est le minimum de i et de j. Donc, finalement, vous allez avoir une somme qui va aller que jusqu'à 1, ici. Et si vous identifiez, et que vous aviez posé que L1 de j valait 1,
eh bien, vous allez devoir avoir comme condition, comme le produit, c'est L1K, et donc K vaut 1. Donc L11 fois U1J, eh bien, nécessairement, sur la première ligne, vous allez avoir que les U1J sont égales à A1J. Alors, on n'est pas surpris, si je reviens sur mon exemple, hein, vous regardez ici, quand on a fait le produit sur la première ligne, ce qui apparaît comme étant un peu complexe quand on fait de l'abstraction, ça apparaît tout de suite quand on fait le produit là, sur cette matrice 3-3, et ça serait la même chose sur une matrice MN. Hein. On obtient sur cette première ligne que les termes U11, U12 et U13, parce qu'on a mis un 1 ici pour les L. Hein. Sinon, ça serait N1 fois ça, mais voilà. Hein. Donc, la première ligne, on l'a bien. Et puis, finalement, la deuxième ligne, on l'a aussi. Et on peut montrer que grâce aux résultats de la première ligne, on peut déduire toutes les inconnues de la deuxième. Et ce qui va jouer à un moment, c'est le fait que les matrices extraites là, que j'ai évoquées sont inversibles, donc sont de déterminants non nuls. Donc il y a un moment où ça intervient. Alors ici, on peut encore l'écrire parce que c'est lié au terme A11. Bon, mais après, c'est un peu caché dans ma preuve. Je ne veux pas trop charger. C'est lourd, vous voyez, les écritures deviennent un peu difficiles. Et en fait, ce qu'on a fait sur la matrice 3-3 suffit largement pour comprendre ce qui se passe dans le cas général. Vous vous servez des résultats de la ligne précédente pour retrouver ce qui se passe à la ligne I. Voilà. Et vous pouvez comme ça déduire linéairement toutes les inconnues que vous avez. Donc, on a unicité de l'écriture. Et il y a un moment dans la preuve où intervient le fait que le déterminant de la matrice extraite est non nul. Alors, je vous dis, pour la deuxième ligne, ça apparaît tout de suite. Pour la troisième, il faudrait faire le déterminant de la matrice principale d'ordre 2. Et il intervient à un moment, il faudrait le regarder précisément. Et bon, voilà. Hein, mais on arrive à montrer, l'important c'est que vous ayez compris sur la matrice 3-3. Ok, on peut se demander, comme on l'avait fait pour le pivot de Gauss, combien a-t-il fallu d'opérations élémentaires? Donc, c'était un petit peu ce qu'on avait appelé le coût numérique d'une telle opération, de cette opération de décomposition. Bon, alors, pour I égale 1, c'est direct. Il n'y a aucune opération parce que vous avez directement les termes U12, U13, etc. qui se déduisent. Il n'y a pas de calcul. Ça, c'est lié au fait que vous avez sur la diagonale de L, D1. Pour la deuxième ligne, eh bien, pour chaque calcul de L de J, vous avez une seule opération qui arrive. Et pour les U de J, finalement, il n'y a que les N-1, les colonnes de 2 à N, hein, donc ça fait N-1, et puis vous avez deux opérations. Alors, pour que ce soit compréhensible, je vais revenir à mon équation ici. Vous voyez que L de 1, il se déduit tout de suite, il est là. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule opération. Par contre, après, vous avez une somme. Hein, et c'est pour ça qu'il vous faut, pour trouver U de 2, U de 3, il vous faut deux opérations parce qu'il faut prendre le terme moins le produit de ça par ça. Donc, il y a un produit et puis il y a une soustraction. Donc, deux opérations. Et donc, vous avez 2 fois N-1 parce qu'il vous reste ici, normalement, alors ici, il ne reste que deux colonnes comme ça, mais normalement, vous avez N-1. Bon, alors, on peut faire la même chose pour chaque ligne. Et pour la ligne I, disons quelconque, en gros, hein, vous allez avoir à peu près la somme des I, 2 fois la somme des I opérations. Donc, ça fait à peu près I carré opération. Ça, c'est pour calculer les L. Et pour calculer les U, eh bien, vous allez avoir plutôt N-I carré opération. Donc, voilà, ça c'est fait de manière générique. Hein. Et au total, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sommer combien ça vous en fait en tout. Donc, il y a somme des I carrés, parce que vous allez faire pour chacun des L. Hein. Pour les L, ça fait somme des I carrés. Et pour les U, c'est somme des N-I au carré. Et au final, ça fait à peu près 2 tiers de N cube opération. Alors, pourquoi? Parce que somme des I carrés, on sait que c'est à peu près équivalent à N, 2N cube sur 6.
hein. Et quand vous faites somme des n-i au carré, vous faites un changement de variable en n-i, hein, vous dites que j égale n-i, en fait, ça revient à faire la somme des j carrés aussi. Et ça aussi, c'est 2/6 de n cube. Donc au total, vous aviez 2/6 plus 2/6, ça fait 2/3 de n cube opération. Si vous vous souvenez du cours de la semaine passée sur le pivot de Gauss, c'était également le nombre d'opérations élémentaires nécessaires au pivot de Gauss. Donc on a le même coût numérique que le pivot de Gauss pour décomposer. Alors le pivot de Gauss, on avait, grâce à ça, hein, grâce à 2 tiers de n cube opération, on était arrivé à au dernier à décomposer, hein, et à avoir plus que le xn, hein, directement, une équation avec juste xn à la fin. C'était ça qui permettait. Vous aviez éliminé petit à petit les différentes variables et à la fin, il ne vous restait plus que xn. Et ça vous demandait 2 tiers de n cube opération. Ici, en 2 tiers de n cube opération, vous avez écrit un produit de deux matrices. Bon, alors, après, on avait vu que pour le pivot de Gauss, il y avait ce qu'on appelait un algorithme de remontée qui permettait, une fois que vous avez xn, de retrouver xn-1 et puis après de retrouver xn-2, etc., jusqu'à x1. Ici, est-ce que c'est un peu le même genre de chose qui est nécessaire pour pouvoir retrouver la solution de l'équation? Eh bien, un petit peu, sauf qu'en fait, vous n'allez pas faire un seul algorithme de remontée, mais deux. Vous avez l'équation, c'est AX égale B. Donc, si vous remplacez, sachant que A égale LU, ça vous fait LUX égale B. 2 fois LUX égale B, moi je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est pas grave. Vous posez grand Y égale UX, donc ça vous fait grand Y égale UX, c'est ici, et ça vous fait LY égale B. Donc, vous voyez ici que vous allez d'abord résoudre grand LY égale B. Et pourquoi ça, on peut le faire facilement? Parce que L est une matrice triangulaire. Donc, c'est finalement la même chose que l'algorithme de remontée du pivot de Gauss. Quand vous avez une matrice triangulaire, vous êtes retombé sur quelque chose où les variables se déduisent petit à petit. Alors, comme la matrice est triangulaire inférieure, là, vous allez commencer par avoir Y1, et puis après, vous aurez quelque chose en Y1 et Y2. Donc, connaissant Y1, vous trouverez Y2, etc. Donc, c'est dans ce sens. Donc, LY égale B, ça vous donne directement les YI. Et puis après, vous avez les YI, donc maintenant, et vous avez une autre équation qui est UX égale Y. Mais U, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et donc ça, c'est exactement l'algorithme de remontée du pivot de Gauss. Vous allez commencer par Xn. Je vous le réécris, en fait, là, c'est même complètement détaillé dans le système d'équations. Vous aviez Y1, comme je vous le disais, Y1. Là, ça, c'est la matrice triangulaire inférieure L qui est présente. Et puis, dans l'autre cas, vous avez la matrice triangulaire supérieure U qui est présente, mais c'est aussi un algorithme de remontée. Et on l'avait vu la dernière fois, un algorithme de remontée, c'est à peu près 2 sommes fois DI opération, donc à peu près n carré. Donc, vous pourriez vous dire, stricto sensu, c'est un peu plus long de faire ça, parce qu'au lieu de faire un seul algorithme de remontée, on en fait deux. Donc, en gros, au lieu d'avoir n carré opération, on en fait 2 n carré, hein, les deux fois. Bon, cela dit, on l'avait dit la dernière fois, l'algorithme de remontée, en termes numériques, c'est pas grand-chose par rapport à l'obtention du pivot de Gauss. Et donc, dans ce cas-là, dans notre cas présent de LU, c'est plus dans le découpage en produit de deux matrices qui demandait 2 tiers de n cube. 2 tiers de n cube, c'est beaucoup plus gros que n carré dès que n commence à être gros. Donc, malgré tout, même si ça fait n carré opération de plus, ça reste anecdotique parce que le terme principal, c'est 2 tiers de n cube. Donc, on peut dire que pour résoudre un système, décomposition LU et pivot de Gauss, c'est à peu près la même complexité numérique. Alors, sauf que, si vous vous souvenez, je reviens, dans les hypothèses, et bon, vous aviez, alors d'ailleurs, il me manque un mot là-dedans, le fait que toutes les matrices extraites sont inversibles. Les matrices, on l'avait dit, j'ai détaillé. Toutes les matrices. Alors ça, vous n'aviez pas du tout comme condition dans le pivot de Gauss. On ne demandait pas ça. Eh bien,
est-ce qu'il est possible d'éviter cette condition qui a l'air vraiment désagréable, hein. On pourrait imaginer un système où finalement, rien que sur le premier terme de la première colonne de la première ligne, vous pourriez avoir 0. Bon, donc, en gros, là, vous êtes déjà cuit. Mais finalement, le pivot de Gauss, vous ne pouvez pas l'appliquer aussi si vous avez un 0. Donc, ce qu'on avait fait avec le pivot de Gauss, c'est qu'on avait fait des permutations. On commençait, au lieu de commencer par la première ligne dans ce cas-là, on commençait par une autre. On avait même dit d'ailleurs qu'on prenait celle sur laquelle le pivot était de valeur absolue maximale. Eh bien, on peut faire la même chose. On va, au lieu de travailler directement sur la matrice grand A, si celle-ci n'a pas toutes ses matrices extraites principales inversibles, eh bien, on peut faire des permutations de manière à y arriver. Et en fait, si la matrice grand A est inversible, vous allez toujours trouver un système de permutation de ligne qui fera que vous tomberez sur une matrice inversible. Alors, une matrice inversible, donc toutes les matrices extraites principales sont inversibles. Bon, donc là, on est dans du détail technique, mais c'est intéressant parce qu'on voit finalement que cette condition qui elle nous a permis de travailler directement. Bon, c'était bien, mais elle était restrictive. Et bien finalement, en faisant des permutations, on fait sauter cette condition et on tombe sur les mêmes hypothèses que le pivot de Gauss. En faisant des permutations, on tombe là-dessus. Alors la seule chose, c'est que vous avez fait une permutation de A, donc vous faites aussi une permutation de B. C'est ce qu'on avait fait en fait avec le pivot de Gauss, on échangeait les lignes, et donc évidemment, dans le terme de grand B, on échangeait les termes de grand B. Donc c'est exactement la même chose qui est faite ici. Alors, bon, vous voyez, vous pouvez garder d'ailleurs le même LU. Pourquoi ? Parce que comme A égale LU, en fait, la seule chose à faire, c'est de faire la permutation sur B. C'est exactement comme on l'a fait pour le pivot de Gauss. Bon. Et en fait, comme pour le pivot de Gauss, il y a une démarche qui permettra d'éviter des soucis d'arrondi du numérique, c'est de prendre, en fait, de permuter de manière à prendre le plus grand terme possible des A11, par exemple, pour la première ligne, vous allez prendre le plus grand pivot possible, on pourrait reprendre ce terme, donc vous choisissez d'abord le plus grand A11 sur la première ligne. Et donc vous faites la permutation qu'il faut pour y arriver. Et puis après, pareillement, pour la deuxième ligne, vous allez choisir celle qui va permettre d'avoir le plus grand déterminant pour la matrice de 2. Et vous continuez comme ça. Bon, c'est un peu technique, mais on conçoit grâce au pivot de Gauss que c'était quelque chose de naturel un peu pour éviter les problèmes d'arrondi. Allez, c'est presque fini. Il me reste encore 2 diapos, je crois. Et ces 2 diapos vont nous permettre de voir que la démarche LU apporte quelque chose en plus par rapport au pivot de Gauss. Alors, le pivot de Gauss, on a vu que par l'algorithme de remontée, il permettait d'inverser une matrice. Ici, c'est la même chose. Vous avez l'inversion d'une n'importe quelle matrice, finalement, grâce à l'écriture. Vous faites l'inverse de L, vous faites l'inverse de U, qui sont naturels, puisque toutes les deux, c'est avec des algorithmes de remontée que vous retrouvez les inverses. Vous avez la permutation, donc son inverse, c'est elle-même. Quand vous permutez, que vous repermutez par la même chose, vous retombez sur le truc de départ. Donc, vous avez P carré égale P. Donc, finalement, vous allez avoir une inverse de matrice en 2n³ sur 3 opérations. C'est comme le pivot de Gauss. Bon, alors là, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus que le pivot de Gauss. Mais, par contre, il y a quelque chose que le pivot de Gauss n'est pas capable de faire. C'est qu'on va pouvoir, grâce à la décomposition LU, calculer des déterminants. Alors, comment peut-on faire ça ? Alors, vous connaissez peut-être la formule du déterminant avec des sommes. Vous avez la signature de permutation, vous l'avez sommé sur toutes les permutations possibles, et puis vous avez des produits de n termes que vous permutez avec en plus
devant -1 à la puissance de la signature de la permutation. Bon, peut-être vous avez vu ce terme, cette expression du déterminant, on s'en sert jamais ou presque. Bon, évidemment, on ne prendrait pas cette formule pour calculer un déterminant parce que le nombre de permutations est explosif, il est en n factoriel et donc ce serait beaucoup trop long à faire. Mais vous avez plutôt, vous, l'habitude pour calculer un déterminant de développer par rapport à une rangée, c'est-à-dire développer par rapport à une ligne ou une colonne. Alors parfois, vous faites apparaître des zéros, ce qui peut être une bonne ruse et ce qui, d'une certaine manière, reviendrait un peu à faire du pivot de Gauss. Mais si vous développez brutalement par rapport à une ligne ou une rangée, vous aviez un déterminant de taille n à calculer, puis après, vous avez n déterminants de taille n-1. Et puis, si vous voulez calculer les déterminants de taille n-1, vous allez avoir n-1 déterminants de taille n-2, etc. Donc, au final, le nombre d'opérations à faire, il est aussi de l'ordre de n factoriel si vous développez brutalement une rangée par rapport à une rangée. Donc, ces deux techniques, prises telles quelles, ne peuvent pas être utilisées pour calculer un déterminant parce qu'elles sont totalement prohibitives en termes de coût numérique. Peut-être, vous n'avez peut-être pas en tête ça, mais vous faites 10 factoriel, par exemple, c'est 3 millions. Donc, ça veut dire que calculer le déterminant de matrice 10-10 avec cette technique, ça demanderait 3 millions d'opérations. Et puis après, évidemment, ça augmente très vite. Si jamais vous calculez à 15, vous êtes déjà au milliard. Et puis, vous voyez que vous êtes très, très vite limité. En gros, c'est une taille de 20 ou 30, c'est déjà injouable d'un point de vue numérique. Or, la démarche que nous, on a utilisée, c'est la démarche LU, elle est en 2/3 de n cube. Et donc, bon an, mal an, on peut, dans un temps raisonnable, faire 1 milliard d'opérations. Donc, ça veut dire que, finalement, inverser un système de taille 1000, ça se fait en un temps tout à fait raisonnable parce que la complexité, c'est 2/3 de n cube, donc ça serait 2/3 d'un milliard. Ça reste tout à fait jouable en à peine quelques secondes. Bon, donc inverser une matrice de taille 1000, c'est à peine quelques secondes. Eh bien, avec, on l'avait vu d'ailleurs la semaine dernière sur des exemples, eh bien la décomposition LU va nous permettre d'avoir la même complexité pour le calcul d'un déterminant. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, on a vu que la décomposition LU, on l'applique à une permutation de A. Bon, alors, vous avez calculé le déterminant de P fois A. Mais ça, le déterminant d'un produit, c'est P fois, le déterminant de P fois le déterminant de A. Or, le déterminant d'une permutation, vous permutez des lignes, c'est soit 1, soit -1. En fait, on ne fait pas grand-chose quand on fait une permutation. Et donc, c'est un peu comme quand vous aviez la signature d'une permutation là. Donc, c'est -1 puissance P suivant justement la signature de la permutation. Bon, donc, de calculer le déterminant de A ou le déterminant de P fois A, c'est la même chose d'un point de vue numérique. Parce qu'on connaît la permutation et on sait tout de suite trouver son déterminant. Donc après, vous allez trouver le déterminant de A et c'est le déterminant de L fois U. Or, là encore, on utilise la formule du déterminant d'un produit de matrice inversible. Donc, ça fait le déterminant de L fois le déterminant de U. Mais ça, c'est immédiat. Les matrices sont triangulaires. Et en plus, sur L, il n'y a que des 1. Donc, la formule est tout de suite donnée. Le déterminant de L, c'est 1. Le déterminant de U, c'est le produit des UI, le produit des termes diagonaux. Donc, d'avoir obtenu la matrice grand U vous donne directement le déterminant de la matrice grand A. Donc, ça veut dire que calculer un déterminant, c'est 2/3 de n cube opération. Donc, quelque chose de vraiment très rapide au regard de la méthode précédente. Donc, là aussi, de faire le calcul déterminant d'une matrice 1000, c'est quasi immédiat avec la décomposition LU. Voilà. Bon, donc ça, c'est l'avantage, un des avantages, parce que finalement, il y a aussi un avantage sur les arrondis, c'est un peu plus performant que le pivot de Gauss.
cette décomposition LU. Et ça permettra aussi, mais là on ne va pas le faire, hein, d'aller vers la détermination des valeurs propres. Parce que si vous savez faire un déterminant, vous savez faire le déterminant qui vous donne le polynôme caractéristique, et après vous n'avez plus qu'à trouver les racines. Voilà une méthode très rapide pour trouver les valeurs propres. Hein. Alors, il y en a d'autres, hein, mais voilà ce qu'on pourrait faire. D'accord, bon, donc ça, c'était pour une méthode qui finalement se pose en concurrente du pivot de Gauss et permet donc quelque chose de plus, le calcul du déterminant. Eh bien, dans un cas un peu plus spécifique, mais qui pourrait être intéressant pour vous, on peut améliorer encore cette méthode. Et c'est ce qu'on appelle la décomposition de Cholesky. Donc ici, on va plutôt se limiter à une matrice A qui est réelle, symétrique, définie positive. Alors qu'est-ce que c'est une matrice définie positive? On se rappelle au cours d'Algèbre 2 que nous avons évoqué mardi, pour ceux qui étaient présents. Ça veut dire que toutes les valeurs propres de la matrice sont strictement positives. Donc, on va prendre ce cas-là. Alors, je vous signale qu'il y a un cas très utilisé de matrice définie positive, c'est le cadre des matrices de covariance pour des vecteurs aléatoires. Hein. Quand vous regardez des matrices de covariance, ce sont des matrices positives, et même si jamais il n'y a pas de dégénérescence, ce sont des matrices définies positives. Et bien, dans ce cas-là, vous pouvez avoir une décomposition qui est encore plus agréable. Donc, vous faites une sorte de décomposition LU, hein, sauf que vous allez avoir U égale transposé de L. Donc, vous allez pouvoir trouver une matrice triangulaire inférieure. Alors là, par contre, on ne demande pas à ce que sur la diagonale, vous ayez que des 1. Et par contre, l'autre matrice U se trouve directement à partir de la matrice L. Alors, ça, c'est assez précieux. Alors, comment ça se montre? Il faudrait écrire les mêmes choses et utiliser à un moment la symétrie, hein, qui fait que y a des termes qui se simplifient et on voit que on peut trouver grand R de cette manière. Bon, alors je ne veux pas repartir dans l'équation. Il faudrait faire, par exemple, pour une matrice de 2, hein, vous verriez que c'est jouable. Il faudrait faire la même preuve que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et utiliser la symétrie, hein, qui vous permettra de voir pourquoi on peut prendre R les deux fois. D'ailleurs, je vous signale que quand vous faites R fois la transposée de R et que vous prenez la transposée de cette matrice, eh bien, ça vous fait bien R fois transposée de R. Donc, de toute manière, si vous aviez voulu une décomposition et LU de A, eh bien, A étant symétrique, vous aviez transposé de U fois transposé de L. Et donc, vous aviez, si vous aviez eu unicité, il faudrait que transposé de L soit égal à U. Hein. Donc, on conçoit bien que on puisse trouver un produit comme ça. Alors, l'intérêt de cette méthode qui d'un point de vue exposition, est un peu plus simple, parce qu'il n'y a plus qu'une seule matrice. Par contre, on n'a pas demandé à ce que sur la diagonale, on ait des 1. Hein. Eh bien, c'est que le nombre d'opérations est diminué. Le fait d'avoir une matrice symétrique fait que vous allez diviser par 2 le nombre d'opérations et vous n'allez plus en avoir que n cube sur 3. Donc, ça va plus vite. Ça va plus vite, 2 fois plus vite qu'un pivot de Gauss ou qu'une décomposition LU générale. Voilà. Et quel est encore l'intérêt de cette méthode? Eh bien, d'une certaine manière, comme vous faites R fois sa transposée, c'est un peu comme si vous aviez trouvé une sorte de racine de la matrice grand A. Et ça, c'est intéressant quand vous avez besoin de calculer des racines de matrices. Alors, ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas très souvent, mais qui va arriver plus souvent dans la suite. Par exemple, là encore, je me réfère à des problèmes de proba. Hein. Si vous prenez un vecteur gaussien qui a une matrice de covariance donnée, eh bien, quand vous multipliez ce vecteur gaussien par à
gauche la matrice de covariance à la puissance moins 1,5, vous tombez sur un vecteur gaussien de matrice de covariance identité. Et donc, c'est quelque chose qui va être beaucoup utilisé, en particulier en statistique, pour calculer des statistiques de test et autres, hein, d'avoir l'obtention d'une racine de la matrice, ou de l'inverse d'une racine, puisque de toute manière, quand on a une matrice triangulaire inférieure, c'est très simple de trouver l'inverse d'une matrice. Donc voilà, donc cette méthode de Cholesky, elle ne s'adresse qu'aux matrices symétriques, mais elle utilise la symétrie pour gagner un peu en termes de complexité, et elle nous permet d'avoir tout de suite une sorte de racine de la matrice, ce qui serait plus délicat hein, dans le cas d'une matrice, disons grand A, qui serait diagonalisable, hein, par exemple. Eh bien, pour une matrice diagonalisable, vous feriez comment pour trouver une sorte de racine? Eh bien, vous ferez la diagonalisation, et puis après, vous prendriez les racines des valeurs propres, et ça vous ferait la puissance 1,5, disons, de la matrice. Hein. Mais c'est moins rapide à faire que d'utiliser la décomposition de Cholesky. Voilà, bah j'arrête là, et c'est donc la fin de ce cours de méthode numérique. On a donc fini par des méthodes d'algèbre hein, qui sont d'un usage assez général. Hein, résoudre un système, inverser une matrice, calculer un déterminant. Bon, là, moi, je ne vous parlerai pas des valeurs propres. Hein, si jamais il y en a qui sont intéressés, vous pouvez regarder le TD10, hein, qui n'est pas au programme, hein, je l'ai dit. Bon, voilà. Donc, un langage numérique comme R, finalement, permet de faire aussi de l'algèbre. Alors, je vous l'ai dit déjà, hein, pour vous, une des utilisations aussi de ce logiciel, c'est que vous pouvez vérifier, une fois que vous êtes habitué au logiciel, ça va très vite. Si vous avez besoin de calculer l'inverse d'une matrice, de faire le produit de deux matrices, même de trouver une puissance de matrice, utilisez le logiciel. Hein. Quand vous avez une matrice qui n'a pas de paramètres dedans, utilisez le logiciel, il va faire ça beaucoup mieux que vous et beaucoup plus rapidement. Voilà, je m'arrête.